Pendant des décennies, les observateurs de la vie royale ont toujours été curieux et ont spéculé sur la relation unique entre la reine Élisabeth II et le prince Philippe. C'était un mariage que le monde admirait, mais qui était également marqué par des distances persistantes, énigmatiques, que les étrangers ne pouvaient pas entièrement comprendre. Des rumeurs de tension, de secrets jamais dévoilés et de vérités cachées les ont poursuivis pendant de nombreuses années, comme des fantômes silencieux dans les chambres. Mais maintenant, la princesse Anne s'est avancée et a fait une révélation qui change toute l'image. À l'âge de 74 ans, elle a finalement levé le voile sur le mystère derrière la décision non conventionnelle de son père. Et la vérité est plus complexe, plus choquante et plus déchirante que quiconque aurait pu l'imaginer. La révélation d'Anne a ébranlé tout le palais. Quand elle a parlé, ses mots ont traversé les murmures de décennies comme du verre brisé dans une pièce silencieuse. Pas d'allusion, pas de périphrase. Anne a révélé une vérité qui existait silencieusement derrière les portes closes du palais et que seuls les plus proches pouvaient ressentir. La décision de son père de vivre séparément de la reine n'était pas un rejet, pas un scandale, et encore moins une froideur émotionnelle. C'était une forme de survie. Souvent décrite comme le reflet spirituel de son père, elle possède son ouverture d'esprit, son entêtement et son inflexibilité émotionnelle. De tous les enfants de Philippe, elle seule le voyait le plus clairement. Il ne vivait pas comme un prince et n'était pas seulement le mari de la reine, mais un homme qui avait consacré toute sa vie au compromis. Le lien d'Anne avec lui n'était pas construit sur des rituels, mais sur la sincérité, la compréhension et un profond respect. Elle pouvait rire de ses moqueries, comprendre son irrévérence humoristique et ressentir son désir de préserver sa place dans un monde qui avait presque englouti tout ce qu'il possédait. Quand elle a révélé la vérité, Anne a souligné que le retrait de Philippe à Wood Farm n'était pas un abandon d'Élisabeth. Au contraire, c'était son dernier acte de liberté. Elle a raconté qu'elle s'était confiée à son père, qu'il ne cherchait que la paix et que cette maison lui avait donné exactement ce qu'il désirait. Loin de l'âme majestueuse du palais de Buckingham, Philippe a trouvé un endroit sans surveillance constante, sans longues cérémonies, un endroit où il pouvait être lui-même, inobservé, incontrôlé, un endroit où il était enfin libre. Selon Anne, c'est l'aspect de son père que la plupart des gens n'ont jamais compris. Pour les étrangers, la décision peut sembler froide et presque insensible, mais pour ceux qui étaient assez proches, c'était la rédemption nécessaire. Quel mari choisirait donc de vivre séparé de la femme à laquelle il était lié depuis 7 décennies? La réponse était simplement un mari qui avait tout sacrifié pour sa femme. Philippe avait abandonné sa carrière dans la marine, son identité, même son nom de famille pour servir Élisabeth, et s'était réservé de petits fragments de son indépendance. Il a refusé de laisser la couronne engloutir son essence, et seule Anne pouvait expliquer ce choix sans jugement. Alors que beaucoup voyaient un homme qui quittait sa femme, elle voyait son père qui revenait enfin à lui-même, à sa liberté intérieure. Le palais préférait peut-être le silence, mais les mots d'Anne ont changé l'histoire. La distance apparemment froide est maintenant devenue une dévotion feinte d'une relation assez forte pour surmonter toute séparation, car elle était construite sur le respect mutuel. Pourtant, même cette forte défense n'a pas éliminé les questions qui continuaient de hanter la décision de Philippe. S'il n'y avait pas de scandale, pas de trahison, ni de crise conjugale secrète, qu'y avait-il sous la surface? Qu'est-ce qui alimentait le désir de Philippe d'être seul? Les révélations suivantes nous aideront à mieux comprendre. Comme il ne pouvait jamais supporter le bruit inutile, Philippe recherchait toujours la paix. Pour lui, le palais de Buckingham était le cœur de la vie royale, l'incarnation de tout ce qui étouffait. Il a un jour qualifié l'endroit de froid, sans âme, plus un hôpital qu'une maison.
une déclaration qui n'était pas seulement une plaisanterie. Elle révélait un profond malaise qu'il ressentait en vivant à l'intérieur de ces murs magnifiques, mais aliénants, où la valeur symbolique dépassait le confort. Philippe, un homme qui appréciait l'intimité, l'ouverture d'esprit et la simplicité, se sentait comme dans une cage dorée étouffante au palais. Pendant des décennies, il a parcouru les couloirs dorés, entouré de courtisans, de gardes et d'un personnel en constante augmentation. Chaque moment de sa vie là-bas était surveillé, enregistré et limité par le protocole. Même après sa retraite, il n'a pas été autorisé à respirer. Un cortège interminable de personnel de sécurité, de domestiques et de cérémonies lourdes empêchait tout sentiment de liberté. Après une vie au service du public, Philippe aspirait surtout non pas au glamour, mais à la libération. Et cette libération est venue sous la forme d'une petite maison en bois modeste, Wood Farm, cachée sur le domaine de Sandringham. Contrairement au palais, cet endroit était calme, simple et discret. Il offrait à Philippe exactement ce qui lui avait été enlevé pendant la majeure partie de sa vie. Espace de vie, liberté, intimité. Pas de foule de personnel, pas de cérémonies étouffantes, pas de regards curieux. À Wood Farm, il pouvait se lever quand il voulait, lire, peindre des aquarelles et se promener dans la nature sans être dérangé. Ce n'était pas une évasion ou une rébellion, mais un acte de reconquête de soi. Philippe avait beaucoup sacrifié pour la monarchie, et cet endroit était finalement l'endroit où il se retrouvait. Wood Farm était le seul endroit où Philippe n'avait plus à se sacrifier. La petite maison est devenue son refuge, où il a trouvé simplicité, paix et silence. Un rappel que la vie pouvait aussi être vécue en dehors des pas résonnants dans les couloirs de marbre du palais de Buckingham. Et c'est précisément ce qu'Anne a souligné. Son retrait n'était pas pour abandonner Élisabeth, mais pour s'éloigner du mécanisme étouffant de la couronne et se retrouver. Élisabeth, pragmatique mais profondément compréhensive, l'a compris plus que quiconque. Elle a compris que le palais ne donnerait jamais à son mari la paix qu'il méritait et a donc soutenu sa décision de se retirer. Pour Philippe, Wood Farm n'était pas seulement une petite maison, c'était un lieu de liberté distillée, un endroit où il pouvait respirer sans être lié par le protocole ou une surveillance constante. Pourtant, même au milieu de la tranquillité de Sandringham, une question planait. Cherchait-il seulement à fuir les murs du palais, ou y avait-il une obsession intérieure plus profonde en lui? La lutte entre l'indépendance et le devoir a toujours été au cœur de la vie de Philippe. Ce n'était pas un conflit passager, mais la bataille qui a déterminé tout son destin. Déjà, avant son déménagement à Wood Farm, des signes de son style de vie de retrait se sont manifestés dans les premières années de son mariage, lorsque sa carrière prometteuse dans la marine a été brusquement interrompue. Philippe a rejoint la Royal Navy avec des ambitions claires et des compétences exceptionnelles. Il n'était pas seulement un officier ordinaire, il s'épanouissait dans l'environnement militaire rigoureux, où la discipline et les défis le façonnaient. La marine a donné à Philippe la liberté, un sens à la vie et un sentiment d'identité que son enfance turbulente lui avait enlevé. À la fin des années 40, il a rapidement gravi les échelons et a bénéficié du respect de ses collègues et supérieurs. Son avenir dans la marine semblait ouvert, peut-être même destiné au plus haut poste de commandement. Mais en 1952, tout a soudainement changé. Le roi George VI est décédé, et Élisabeth est montée sur le trône à l'âge de seulement ans. Son couronnement a été un tournant inattendu et irréversible dans la vie de Philippe. Du jour au lendemain, sa carrière dans la marine, qu'il avait définie, a pris fin. Au lieu de cela, il a été invité à rester silencieusement aux côtés de sa femme. Au lieu de déterminer lui-même son destin, il a été forcé de jouer un rôle sans pouvoir ni but, seulement une fonction cérémonielle. En public, il devait marcher 2 pas derrière la reine Élisabeth II.
un geste symbolique, mais qui pesait immensément lourd pour un homme aussi fortement indépendant que Philippe. Il était formé pour diriger, prendre des décisions et agir. Maintenant, il ne pouvait que soutenir, suivre et rester en arrière-plan. Et comme si cela ne suffisait pas, la question du nom a renforcé l'amertume. Traditionnellement, les enfants portent le nom de leur père, mais ce droit a été refusé à Philippe. Son oncle, Lord Mountbatten, a insisté pour conserver le nom royal, tandis que Winston Churchill et la reine Mary ont insisté sur Windsor. Sa réaction a été amère et directe. Il s'est un jour plaint de n'être rien de plus qu'une foutue amibe, le seul homme en Angleterre qui n'était pas autorisé à transmettre son nom à ses enfants. Ce n'était pas seulement une atteinte à la fierté, mais une crise d'identité. Il avait renoncé à ses titres grecs et danois, à sa nationalité et à sa carrière dans la marine. Maintenant, même son nom de famille lui était retiré. Au fil des ans, la monarchie lui a progressivement retiré son indépendance, ne lui laissant qu'un rôle cérémoniel vide. Philippe s'est engagé dans de nombreux domaines: l'environnement, le Duke of Edinburgh's Award, la modernisation de la monarchie à la recherche d'un sens, mais aucune initiative n'a pu éliminer la douleur d'être exclu. Pour ceux qui lui étaient proches, en particulier Anne, il était clair que ce malaise le poussait à Wood Farm, enraciné dans le moment où le devoir et le sacrifice l'ont emporté sur son ambition personnelle. Il était un homme d'action. Maintenant piégé dans des cérémonies, le désir de liberté le poussait chaque jour. La décision de Philippe de se retirer après des décennies était-elle seulement due à l'âge ou à la recherche de la paix? Ou était-ce la réponse attendue depuis longtemps à la lutte entre l'indépendance et le devoir qu'il menait depuis le moment où Élisabeth a porté la couronne? Si quelqu'un comprenait vraiment Philippe, ce n'était pas Charles ou Andrew, mais Anne. Alors que les fils étaient souvent en conflit ou souffraient du poids des attentes royales, Anne a hérité de son ouverture d'esprit, de son esprit critique et de son attitude à ne pas céder à l'absurdité. Elle n'a pas tressailli devant son ouverture. Elle était sur un pied d'égalité et reflétait son feu passionné. Alors que Charles cherchait l'approbation et qu'Andrew attendait la gâterie, Anne a donné à Philippe quelque chose de précieux, une personne qui le comprenait et compatissait avec lui. Leur relation était nourrie par une sincérité absolue. Il n'avait pas à cacher sa déception, n'avait pas besoin de circonlocutions courtisanes. Elle comprenait le fardeau qu'il portait à l'ombre de la monarchie et partageait son agacement face aux longues cérémonies qui limitaient son indépendance. Quand Philippe se confiait, elle écoutait sans jugement et acceptait simplement sa vraie nature. Contrairement à ses frères, souvent distraits par leur rôle ou leur scandale, Anne était la personne à qui Philippe pouvait se fier et se confier. Elle a reconnu l'éclat, la mise en scène, a senti la tension d'un homme qui avait trop sacrifié et a compris que son retrait à Wood Farm n'était pas une rébellion, mais la réclamation de la liberté qui lui avait été refusée pendant des décennies. Et Anne n'a jamais hésité à défendre son père. En silence, elle a rejeté tous les propos selon lesquels le retrait de Philippe était un signe de problèmes conjugaux. En public, ces déclarations ont sonné comme des coups de marteau, brisant toutes les spéculations, éliminant l'idée de trahison et révélant la vérité évidente. Son père avait besoin de son espace et il le méritait. Si ces mots étaient venus de quelqu'un d'autre, ils auraient pu sembler défensifs, mais de la part d'Anne, ils avaient le poids de l'expérience, car elle avait vécu sa déception, avait vu de ses propres yeux chaque sacrifice qu'il avait fait pour la couronne. Dans une famille où les apparences extérieures l'emportaient souvent sur les sentiments réels, la loyauté d'Anne envers son père était rare. Elle ne le protégeait pas des critiques. Au lieu de cela, elle les a détruites directement, dessinant le portrait d'un homme dont le retrait n'était pas une faiblesse, mais une force,
pas une séparation, mais une survie. Le retrait de Philippe était-il donc simplement la recherche de la paix ou l'expression d'un amour royal redéfini? C'est un mariage qui a été réinventé par une vie séparée, mais qui a toujours conservé l'amour dans son intégralité. Pour les étrangers, cette idée peut sembler choquante. Après plus de 7 décennies de vie commune, Élisabeth et Philippe ne vivaient plus sous le même toit, et pour le public, séparation signifie souvent rupture. Mais pour eux, tout était complètement différent. La distance n'est pas née du ressentiment. C'était une forme de nouvel amour. Le cœur de cet accord non conventionnel résidait dans la force et la compréhension. Philippe avait besoin d'être libéré du fardeau étouffant de la vie royale, et Élisabeth en comprenait peut-être la raison plus que quiconque. Elle avait vu chaque petit sacrifice qu'il avait fait pour la couronne, carrière dans la marine, identité, même le nom de famille ont été abandonnés pour servir la monarchie. Quand le moment est venu où il a dû choisir sa propre vie en dehors du palais, elle n'a pas objecté. Elle l'a soutenu avec une compréhension silencieuse mais importante qui dépassait toute explication publique. Leur décision a révélé quelque chose de profond sur la façon dont ils aimaient. Ils n'avaient pas besoin d'afficher leur lien devant la caméra pour prouver leur affection. Au lieu de cela, ils avaient construit une relation suffisamment solide pour survivre et même prospérer, basée sur le respect plutôt que sur une proximité physique continue. Pour un couple constamment observé par le public, l'intimité est devenue une forme rare et précieuse d'intimité. Même lorsque Philippe était à Wood Farm et Élisabeth au palais de Buckingham ou à Windsor, leur lien émotionnel ne s'est pas relâché. Ils se parlaient quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour. Ils partageaient des détails banals de la journée, riaient de blagues privées et se confiaient comme à l'époque où ils vivaient ensemble. Ces appels n'étaient pas cérémoniaux. Ils étaient les fils invisibles qui reliaient l'affection et qui étaient constants dans le temps. Quand ils étaient ensemble, que ce soit à Windsor, Balmoral ou Sandringham, ces moments étaient libérés du glamour royal. Pas de caméra, pas de cérémonie formelle, seulement des conjoints qui appréciaient les repas, échangeaient des souvenirs ou restaient assis en silence l'un près de l'autre. Ces visites rappelaient à leurs enfants et petits-enfants que ce n'est pas le nombre d'heures passées ensemble qui détermine l'amour, mais la profondeur du lien qu'ils entretenaient. À bien des égards, leur mode de vie non conventionnel préfigurait une vision plus moderne du mariage. Aujourd'hui, de nombreux couples comprennent que l'amour n'exige pas une proximité constante. L'individualité peut exister à côté de l'engagement. Pour Philippe et Élisabeth, c'était révolutionnaire. Une monarchie était toujours obsédée par les apparences extérieures, la tradition et l'image de contes de fées. En respectant l'indépendance de Philippe, Élisabeth a prouvé une vérité profonde. Les vraies relations n'exigent pas la possession, mais le respect. La princesse Anne l'a décrit le plus clairement. Selon elle, la décision de ses parents n'était pas étrange. Elle était très pratique. Ils ont découvert ce qui fonctionnait pour eux, même si le monde pensait différemment. Et c'est précisément ce qui a rendu leur relation durable, le refus de céder aux attentes extérieures et le choix de vivre selon leurs propres règles. Ils avaient passé des décennies à être le couple royal exemplaire au service de la couronne et du pays. Maintenant, l'âge leur donnait la liberté de choisir leur propre modèle. Vivre séparément n'était pas un échec, mais une liberté. C'était la reconnaissance silencieuse. Après années de sacrifices, Philippe a trouvé la paix et Élisabeth a été assez sage pour la lui accorder. Pourtant, bien que cet accord témoigne de la résilience et de la confiance, il continue de poser des questions au public. Si la distance les a renforcés, qu'est-ce que cela dit des années de captivité au palais? Lorsque la nouvelle de la décision de Philippe de vivre séparé de la reine a été connue, la presse à sensation s'est immédiatement jetée dessus. Des gros titres tapageurs sur la disharmonie conjugale
Les failles de longue date et le silence froid ont rempli les pages. Les murmures se sont rapidement transformés en une histoire de doute et de ressentiments secrets. Comme c'est souvent le cas avec Philippe, les rumeurs sur d'autres femmes n'étaient pas loin. Il a longtemps été décrit comme le maître charmeur de la monarchie. Son esprit, son humour mordant et son charisme ambiant en ont fait un sujet de conversation irrésistible. Des danseuses de ballet russe aux actrices hollywoodiennes, les journaux ont cherché avidement des liens, même sans preuve. La rumeur seule suffisait à vendre des millions d'exemplaires. Aux yeux de la presse, l'attrait de Philippe a toujours été associé à la suspicion. Dans les années 50 et 60, ces histoires sont devenues un élément indispensable de la couverture royale. Qu'il assiste simplement à un déjeuner privé ou qu'il s'entretienne avec une femme lors d'une soirée de gala. Chaque action a été examinée, disséquée et interprétée comme une preuve d'infidélité. Gende infidélité. Un journal américain a même publié un article non confirmé décrivant Philippe rencontrant une femme mystérieuse dans un appartement londonien. L'histoire a été catégoriquement démentie par le palais, mais pour les lecteurs, elle avait un attrait irrésistible. Philippe lui-même a souvent réagi aux rumeurs avec un esprit vif. « M'avez-vous déjà vu aller quelque part où il n'y avait pas au moins un policier ?» a-t-il plaisanté une fois lorsqu'on l'a interrogé sur des relations extra-conjugales avec son sourire caractéristique qui irritait et stimulait à la fois les journalistes et le public. Ces réfutations acerbes n'ont pas arrêté les spéculations. Aux yeux du public, la personnalité vive de Philippe en faisait un suspect potentiel et pour la presse à sensation, il est devenu une source inépuisable. Ainsi, lorsqu'il s'est retiré à Wood Farm dans ces dernières années, il était presque inévitable que les gens supposent que c'était un signe d'échec conjugal. C'était le dernier chapitre d'un homme constamment hanté par les murmures et les spéculations. L'histoire était trop fascinante pour que la presse puisse y résister. La reine au palais, le mari en exil, une romance ratée imaginée. Mais ensuite, Anne est entrée en scène. Contrairement aux médias qui ne faisaient que chasser les rumeurs, la fille de Philippe a parlé ouvertement de la vérité. Elle n'a pas réfuté les rumeurs par des déclarations grandiloquentes, mais avec l'ouverture et la perspicacité de son père. Pour Anne, la décision de son père n'était pas due à un désaccord, à un adultère ou à une trahison. C'était un acte de bon sens, car il avait besoin de paix et l'avait enfin trouvée. Elle vivait assez près pour voir la vérité. Philippe était un homme lié par des cérémonies constantes, épuisé par la vie rigide du palais et constamment agité par le manque de liberté. Son retrait n'était pas la fuite d'Élisabeth, mais la fuite du mécanisme de la monarchie. Contrairement à la presse à sensation, Anne a refusé de transformer la vérité en scandale. Sa défense n'était pas seulement la loyauté familiale, mais la crédibilité. Elle comprenait l'essence de son père mieux que quiconque. Son humour irrespectueux, qui alimentait les rumeurs, était aussi ce qui le rendait humain. Il flirtait avec la vie, pas nécessairement avec les femmes, et quand la presse a tissé les murmures en une histoire de potin, Anne a contré avec une clarté que seule une fille pouvait offrir. Finalement, elle a raconté une autre histoire, celle d'un homme qui ne fuyait pas sa femme, mais le système paralysant qui avait opprimé sa liberté toute sa vie. Mais la question demeure, si Philippe s'est retiré pour survivre, comment Élisabeth a-t-elle réagi à un mariage qui existait dans deux maisons différentes? La réponse est venue de manière inattendue en 2020, lorsque la pandémie a éclaté. Après des années de séparation, Élisabeth et Philippe ont de nouveau vécu sous le même toit, cette fois au château d'hiver. Les frontières étaient fermées, les activités publiques ont disparu et même la monarchie a été contrainte de se retirer derrière des portes closes. C'était la première fois depuis des décennies qu'ils passaient du temps ensemble sans interruption, sans cérémonie, sans longue procession, sans le clic constant des caméras. Ils ont redécouvert la vie conjugale simple, à nouveau libérés des obligations royales. À Windsor, tout est devenu simple, mais significatif.
Ils ont mangé ensemble, ont parlé, ont ri de blagues privées. Philippe a conservé ses remarques acerbes et irrespectueuses, qui faisaient rire Élisabeth sans cesse, tandis qu'elle offrait le calme et la constance sur lesquels il s'était toujours appuyé. Les promenades matinales dans le jardin ont remplacé les visites d'État, les soirées tranquilles avec des livres ou des puzzles ont remplacé les galas extravagants. Tout cela a créé un rythme normal, mais extraordinaire. Pour Philippe, qui cherchait le calme loin du mécanisme du palais, le monde semblait s'adapter à son rythme. Les observateurs ont remarqué une douceur et une intimité dans la relation qui étaient rares dans la vie royale. Même le prince Charles a admis que cette proximité était devenue plus profonde et que l'amitié entre ses parents avait été ravivée. La pandémie a offert à Élisabeth et Philippe, bien qu'elle ait dévasté le monde, un cadeau inattendu, l'occasion de revenir à une vie simple, libérée de la pression de la couronne, comme dans les premières années de leur mariage à Malte. C'était la première fois depuis des décennies qu'il n'y avait pas de compétition pour les rôles et pas d'attente publique, mais seulement le rythme doux de deux personnes, conjoints, qui s'étaient choisis l'un l'autre par choix et non par circonstance. Pour ceux qui leur étaient proches, c'était l'image la plus authentique d'Élisabeth et Philippe, pas la reine et son consort, mais deux personnes, conjoints, qui s'étaient choisis l'un l'autre par choix et non par circonstance. Bien que ces retrouvailles aient été touchantes, elles soulèvent une question profonde. Comment Philippe a-t-il considéré, dans ces derniers mois, après cette proximité retrouvée, sa décision de se retirer du palais pendant des années? La réflexion finale d'Anne sur le choix de son père est claire. Lorsqu'elle a parlé de son retrait à Wood Farm, elle n'a ni romancé ni embelli les aspects. Ses mots étaient directs et déterminés. C'était le dernier acte d'indépendance de Philippe, une décision d'affirmation de soi, de fuite du système qu'il avait servi et sacrifié toute sa vie. Après une vie définie par le sacrifice, la carrière, l'identité et des décisions qu'il n'avait jamais vraiment prises lui-même, la décision de Philippe de vivre selon ses propres règles était, aux yeux d'Anne, une affirmation puissante de la personne qu'il avait toujours été. Elle ne l'a pas décrit comme une distance, mais comme une dignité façonnée par une vie de tolérance et de résilience. Pour elle, le choix de son père ne portait aucune des ombres que la presse à sensation essayait de tisser, mais était une preuve d'un homme qui savait ce dont il avait besoin et qui prenait le droit de vivre sa vie selon ses propres conceptions. Ce n'était pas de la négligence ou de l'aliénation. C'était un homme qui reconquérait un morceau d'autodétermination qui lui avait été enlevé pendant la majeure partie de sa vie. Son retrait était le rappel que même dans la cage dorée de la monarchie, il pouvait trouver un moyen de respirer librement et de préserver sa propre essence. Ce qui a rendu cet accord possible, ce n'est pas seulement la détermination de Philippe à protéger sa liberté, mais aussi la volonté et la compréhension d'Élisabeth de la lui accorder. Elle n'avait pas besoin de l'avoir constamment à ses côtés pour prouver son amour, mais lui a donné l'intimité qu'il méritait, avec la ferme conviction que leur relation était basée sur le respect, et non sur une proximité forcée. Peu de mariages auraient survécu à un accord aussi non conventionnel. Pourtant, l'approbation de la reine en dit long sur la profondeur de leur relation. Elle n'avait pas besoin de vivre chaque instant de la vie de son mari pour comprendre, faire confiance et aimer. Au lieu de cela, elle lui a donné ce dont il avait le plus besoin, de l'espace, de la liberté et le droit d'être lui-même, sachant que la distance ne diminuait pas leur affection, mais au contraire, approfondissait leur lien. Anne disait souvent que la relation de ses parents n'était jamais le conte de fées que le public imaginait. Ce n'était pas la perfection ou une démonstration d'amour éternel. C'était du respect, des compromis et des sacrifices. Ils avaient surmonté ensemble des tempêtes, enduré une observation constante et assumé des rôles qu'aucun d'eux n'avait choisis. Et à travers tout cela, ils sont restés des partenaires, parfois distants,
mais toujours liés. Ce lien s'est manifesté le plus clairement dans les dernières années de Philippe. Même lorsqu'il vivait tranquillement à Wood Farm, la reine passait du temps avec lui à Sandringham, Borel ou Windsor. Ces moments privés, simples mais sincères, étaient plus importants que tout étalage extravagant que le monde attendait. Leur distance n'était jamais une absence, mais un rythme qu'ils avaient choisi ensemble, un rythme de liberté et de respect mutuel. Lorsque Philippe est décédé au château de Windsor, en avril 2021, quelques semaines seulement avant son 100e anniversaire, la perspective sur son retraite à Wood Farm est devenue encore plus claire. Elle n'a pas dépeint les dernières années de son père comme un déclin, mais comme l'image d'un homme qui a terminé sa vie selon ses propres règles, loin de l'observation constante, entouré de la simplicité et de la paix qu'il désirait, et assez proche de la reine pour partager une intimité qui n'était compromise par aucun protocole. Selon les mots d'Anne, le retrait de son père n'était pas la rupture d'un mariage, mais son dernier testament. Il a vécu une vie d'indépendance, de fierté et d'autodétermination. Elle a respecté cela et a aidé ses parents à redéfinir à quoi peut ressembler l'amour durable dans une institution construite sur les apparences extérieures. La mort de Philippe a clos un chapitre, mais il s'est clos avec dignité, une dignité qui provenait de deux personnes qui comprenaient que l'amour le plus profond n'est pas la possession, mais la liberté, que pour vraiment aimer, il faut parfois lâcher prise, mais continuer à faire confiance. Qu'en pensez-vous? Le retrait du prince Philippe dans la tranquillité était-il son acte ultime de liberté ou un chapitre caché du sacrifice silencieux d'une vie dans la monarchie? Nous attendons vos opinions avec impatience. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires approfondies sur la famille royale.